1919. Il y a plus d'un siècle, le Japon est à la table des négociations du traité de Versailles suite à ses victoires contre l'Allemagne dans le Pacifique. Le pays a plutôt été épargné par la Première Guerre mondiale. En comparaison, le séisme du Kanto de 1923 et surtout l'épidémie de grippe espagnole feront bien plus de victimes. Le Japon sort donc de la guerre à peine affaibli et se voit propulsé au rang de grande puissance. L'année suivante, le pays devient l'un des 5 régents du monde à la Société des Nations. Le Japon rayonne, moins d'un siècle après son ouverture sur le monde. Nous sommes alors en pleine période Taisho, la période de grande justice. C'est une ère du Japon qui n'aura duré que 14 ans, de 1912 à 1926, le temps du règne de Yoshihito. Cette période a beau être courte, elle aura marqué durablement le Japon, tant culturellement qu'artistiquement. Elle est probablement l'une des périodes du Japon moderne les plus saisissantes visuellement, que ce soit au niveau pictural, architectural ou vestimentaire. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans cette société japonaise d'il y a 100 ans. L'une des premières choses à retenir, c'est l'émergence de mouvements sociaux influencés par certaines idées socialistes venues d'Occident. Le 10 février 1913, des centaines de manifestants défilent à Tokyo. Ils s'attaquent aux postes de police, aux journaux pro-gouvernement, et menacent même le Kokkai, le Parlement du Japon, que l'on désigne plus souvent par Diet en français. Ces manifestations réclament un plus grand respect de la constitution créée sous l'ère Meiji et s'opposent à l'influence des militaires au sein du gouvernement. Pendant la Première Guerre mondiale, la population japonaise est très peu affectée par le conflit et c'est surtout l'occasion pour le pays de concentrer ses efforts sur le soutien matériel des alliés européens. Mais après la guerre, de nouvelles manifestations éclatent. Étudiants, journalistes et professeurs réclament que le droit de vote ne soit plus limité aux plus aisés, voter étant payant à cette époque, et veulent le suffrage universel. Les ouvriers, eux, réclament plus de droits et le renforcement de leur statut. En 1921, le premier ministre japonais est d'ailleurs assassiné à la gare de Tokyo par un cheminot. Et en 1925, le droit de vote est finalement accordé à tous les hommes de plus de 25 ans. C'est donc pendant cette période que les Japonais commencent à se familiariser plus en profondeur avec l'idée de démocratie. On parle justement de la démocratie Taisho. Cette période s'oppose donc directement à l'ère Meiji précédente, oligarchique et autoritaire. En parallèle de cet élan démocratique, alors que la France et les États-Unis traversent l'effervescence culturelle et la prospérité des années folles ou des Roaring Twenties, la culture de masse commence à se développer au Japon grâce au cinéma et aux magazines. Ils influencent les modes et participent à la construction de 2 archétypes, voire de sex symboles qui perdureront jusqu'à la fin des années 30, la moga pour la femme et le mobo pour l'homme. Contraction à la japonaise de Modern Girl et de Modern Boy. Ces archétypes représentent ces Japonais aisés des grandes villes qui adoptent les modes venus d'Occident. La moga en particulier marquera l'imaginaire japonais avec son apparence et son comportement libéré, provoquant pour les plus conservateurs des Japonais. Vestimentairement, les mogas s'inspirent des nouvelles modes venues d'Occident. On retrouve des jupes et robes longues, des combinaisons, des chapeaux-cloches. Certaines femmes mettent du rouge à lèvres, portent des cheveux courts. Elles s'inspirent de ces grandes stars américaines telles que Louise Brooks ou Colin Moore. Les mobos, eux, portent des costumes à l'occidental. Ils se coiffent de chapeaux et surtout de canotiers, devenus très à la mode au Japon. On les retrouve souvent munis d'une canne, et les lunettes rondes commencent à se populariser sous l'influence de l'acteur Harold Lloyd. Au Japon, ce genre de lunettes s'appelle d'ailleurs Lloydo Megane, littéralement les lunettes Lloyd. Mais bien sûr, la moga et le mobo ne sont que 2 archétypes largement influencés par le cinéma et les magazines. Les traits sont grossis et rares étaient les Japonais à s'approprier totalement ces codes. Au quotidien, on retrouve plus généralement un style japonais avec des détails occidentaux, comme des vestons ou des chapeaux. Mais au-delà des apparences, la figure de la moga éloigne la japonaise de l'image de femme au foyer parfaite qui s'est particulièrement développée pendant l'ère Meiji via l'idée de Ryosai Kembo, littéralement « bonne femme, sage mère ». À cette époque, on commence à représenter plus volontiers dans les médias la femme faire des activités masculines. Elle fume, elle fait du sport, par exemple elle joue au tennis, au golf. Dans l'imaginaire collectif, la moga multiplie les liaisons. Mais de manière générale, la moga est une femme plus indépendante, parfois rebelle, qui s'oppose au schéma traditionnel de la femme docile. La moga peut sembler être une figure féministe, mais c'est plutôt le contraire. Pour certaines féministes, la moga incarne une certaine sexualisation de la femme. La moga serait alors une nouvelle figure d'exigence pour la femme au sein des classes moyennes et aisées. Maintenant, en plus de devoir se conformer au modèle traditionnel, la femme japonaise doit endosser ce nouveau rôle moderne, objet de fantasme masculin. Ce mélange entre modernité et tradition est une composante essentielle de la période Taisho.
Depuis l'ouverture du Japon au 19e siècle, on parle de Wayo Seichu, littéralement le compromis entre l'Ouest et la tradition. En fait, la période Taisho baigne dans une atmosphère bien particulière et c'est ce que j'essaye de vous retranscrire. La moga, qui peut aussi bien porter le kimono que la tenue occidentale, en est sans doute l'un des acteurs les plus saisissants. Cette atmosphère, on l'appelle aujourd'hui le Taisho Roman. Roman vient d'un mot étranger, comme le laisse penser l'écriture en katakana, et c'est une contraction du mot romantisme dans le sens du mouvement européen du 19e siècle. Comme la plupart des mots étrangers, la traduction en japonaise s'est faite phonétiquement en utilisant le syllabaire des katakana. Mais l'écrivain Soseki a popularisé une écriture ateji, c'est-à-dire une écriture d'un mot étranger qui ne se base pas sur les syllabes mais sur les kanji et donc sur les idées. Ainsi, Soseki a proposé Roman, très proche du mot d'origine roman. Les kanji évoquent d'une part l'idée de l'errance et de la vague, et d'autre part la liberté, le fait de ne pas être retenu. La langue japonaise s'est donc approprié le mot romantisme en créant un nouveau, plus japonais. Roman évoque ainsi l'idée d'un individu moderne et libre, capable de vivre ses passions. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le Taisho Roman, qui est avant tout une atmosphère visuelle. Ce sont certains motifs, certains détails, certaines couleurs que l'on retrouve au niveau vestimentaire ou pictural, qui sont aujourd'hui très évocateurs de cette époque passée. Le célèbre Yumeji Takehisa est sans doute le peintre qui a le mieux illustré l'atmosphère de cette époque. Aujourd'hui, on le considère comme l'artiste qui représente le mieux le Taisho Roman. Dans ses peintures, on retrouve l'esthétique de la moga et du mobo. Femme aux cheveux courts portant du rouge à lèvres, homme en costume coiffé d'un chapeau. On retrouve le compromis entre l'Occident et la tradition. Son style est d'ailleurs d'inspiration impressionniste. Il peindra beaucoup sur toile en utilisant la peinture à l'huile, à l'image des Occidentaux, ce qui l'éloigne des estampes japonaises. Le Taisho Roman se retrouve aussi au niveau vestimentaire, sans même avoir besoin d'évoquer la moga ou le mobo. Le Onna-bakama, décoré de motifs yagasuri, ces flèches qui ressemblent à des plumes, est sans doute l'un des symboles de cette époque. Popularisé à la fin de la période Meiji, cet hakama féminin était très courant comme uniforme chez les filles à l'époque Taisho. On associe aussi parfois l'esthétique du marin à cette période. C'est d'ailleurs dans les années 20 que commence à apparaître l'uniforme de marin pour les jeunes filles, Seira Fuku. Mais aujourd'hui, l'esthétique Taisho Roman exagère encore plus ce mélange entre Japon et Occident, typiquement avec de la dentelle ou des bottines à talons. On parle parfois de Taisho rétro. Au niveau des couleurs, c'est surtout une majorité de brun, de rouge foncé et de violet qui domine. Pour terminer de dresser le portrait de cette atmosphère, il me faut maintenant parler de l'architecture. Celle de la période Taisho est particulière. On considère que c'est un mélange varié de nombreux genres venus d'Occident, tels que le néoclassicisme ou l'art déco. Ici, le palais Hatoyama, avec son jardin anglais et ses balcons français. Malheureusement, le grand séisme du Kanto de 1923 et les bombardements de la Seconde Guerre mondiale n'ont laissé que peu de bâtiments d'origine nous parvenir. Ici, le théâtre impérial de Tokyo, tel qu'il était en 1915 après sa construction. Mais c'est la gare de Tokyo qui est sans doute le bâtiment le plus iconique de l'époque. Terminé en 1914 par l'architecte Tatsuno Kingo, tristement décédé de la grippe espagnole, le bâtiment est d'inspiration néoclassique. Ses couleurs sombres, brunâtres, en font aujourd'hui un lieu très évocateur de l'atmosphère Taisho Roman. La nuit, le bâtiment se révèle d'une toute autre manière. Par l'abondance de points de lumière, un important jeu d'ombre et de lumière se crée. Le blanc vire au jaune, le rouge se brunit. L'idée n'est pas d'éblouir le bâtiment dans sa totalité, mais de l'illuminer en de multiples points seulement. Un autre endroit indissociable de l'atmosphère Taisho Roman, ce sont les onsen de Ginzan, ces sources japonaises dans le nord du Japon. La nuit, les espaces vierges blancs laissent leur place à un dégradé ombré de jaune, ici encore avec un recours à de multiples points d'éclairage. Pour l'écrivain Tanizaki, l'ombre est une des spécificités de l'esthétique japonaise depuis des siècles. Là où l'Occident a cherché à fuir les ombres et offrir des espaces lumineux, le Japon a cherché plutôt à jouer avec en évitant le plus possible la lumière du soleil. Il y a peu de vitres pour éclairer les pièces et un recours fréquent à l'avant-toit pour protéger du soleil. Même si Tanizaki déplore l'abondance d'éclairage artificiel au Japon depuis le début du XXe siècle, force est de constater que l'éclairage en de multiples points accentue encore plus les ombres créées par l'architecture japonaise. Ce type d'éclairage a fortement inspiré l'ambiance des cafés et des bars occidentaux au Japon. C'en est presque devenu un standard. Prenons le Yumeji Café. C'est sans doute l'un des meilleurs exemples de l'atmosphère Taisho Roman. Son nom vient du peintre que nous avons évoqué précédemment. Il se situe dans un bâtiment construit en 1921, en pleine période Taisho. Le mobilier à l'intérieur, encore aujourd'hui, respecte l'atmosphère de l'époque. Tapis rouge, mobilier brun à l'occidental.
Aujourd'hui, on retrouve ce style de façon plus ou moins prononcée dans de nombreux intérieurs. Mais de nombreux détails montrent bien le côté japonais. Les portes coulissantes, les murs unis ombrés par les sources de lumière. Car la décoration, tout comme l'architecture Taisho, a beau paraître occidentale, elle n'en est pas moins japonaise. Tout au long de cette vidéo, j'ai cherché à vous retranscrire l'atmosphère bien particulière qui est associée à la période Taisho. Elle a beau être courte, elle est incroyablement riche. Elle voit l'avènement de certains fondements de la démocratie, et à cette époque, le pays plonge dans l'effervescence sociale et culturelle des années 20. Mais la crise mondiale de 1929 met un terme à tout cela. L'élan démocratique est interrompu par l'armée qui, profitant de la faiblesse de la constitution et de la colère des Japonais face à la crise, reprend son influence politique. Le pays s'enfonce alors dans le militarisme et le nationalisme, interrompant le boom culturel des années 20. L'héritage Taisho est cependant bien visible dans les arts et l'imaginaire collectif japonais. Aujourd'hui, c'est surtout sur le plan visuel que les Japonais évoquent cette époque. Symbole du rétro, elle représente aujourd'hui un bout d'Occident dans un vieil archipel. Un Japon moderne un peu lointain. Et le tout a continué à vivre jusqu'à nos jours, à travers de nombreuses œuvres.